Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'identifier qu'est-ce que tu fais dans la journée, qui te plaît, qui te passionne, que tu pourrais faire et refaire à l'infini, qui pourrait t'empêcher de dormir et tu ne regretterais pas les heures de sommeil que tu n'as pas eues. Et à ce moment-là, en fait, y aller. En fait, c'est quelque chose qu'elle peut transformer en side business. En fait, quand on ne demande pas de l'aide, on ne reçoit rien. Je te le dis, les gens, en fait, ils n'osent pas parler de ce qu'ils font. Par peur, parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Première erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent que tout soit parfait, dès le départ. Or, la perfection, quand on démarre un petit business, c'est pas possible. Pour certains, c'est possible parce qu'ils ont tellement de moyens à côté qu'ils ont mis de côté. Mais quand on démarre de rien du tout, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de réseau, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit parfait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est éviter que l'imperfection te freine. C'est plutôt de démarrer ton business tel qu'il est, aussi imparfait qu'il soit, et ensuite le perfectionner petit à petit. Parce que de toute façon, le plus dur quand on lance un petit business, c'est de démarrer. C'est le fait d'avoir son courage, de prendre le courage et de se dire j'y vais, je me lance, je démarre quelque chose. C'est ça qui freine souvent les gens. Une femme qui décide de se lancer, et déjà, les hommes nous suivons comme des moutons, parce que nous aimons des femmes. Moi je l'assume, nous aimons les femmes. Et quand la femme te dit de faire un bail, on fait. Oui, mais... Tu vas en discothèque et tu n'as pas de sous et tu sors bourré. Il y a tous les gars qui ont envie de t'offrir des bouteilles. Oui. Tu vois, c'est comme ça dans la vie quotidienne. Et tu mets je sais pas, genre, on va vendre sauter et moi je mets mon stand ici et toi tu mets ton stand là-bas. Il y a 100 personnes qui entrent et moi je vais recevoir 20 personnes et toi tu auras les 80 personnes. Ah ouais. En fait, si une femme décide, le monde l'appartient. Tu as été virée par une femme? Oui, j'ai été virée par... en fait, j'ai intégré un groupe, j'avais un poste, tu vois, un petit poste. Attends, s'il te plaît, je vais d'abord rigoler. Je m'attendais à tout sauf ça, Seigneur. Oui. On a fait une réunion de 3 heures et j'ai même fait venir des syndicats. Et la dame, en fait, elle disait que je suis omnibulé de leadership. De leadership? Oui. Mais à quel moment c'est un problème ça? Pour elle, elle se sentait menacée. Voilà. Et en fait, ça m'a fait penser une chose. Je vais vous présenter Diane, encore une fois. Je ne te demande pas de te présenter aujourd'hui. Non. Je te demande tout simplement d'introduire... Eh bien, bienvenue à tous et à toutes sur Olohimbi. On est ravis de vous avoir. S'il vous plaît, soutenez le travail de Moussa qui est incroyable. Il met en lumière des sujets qui sont intéressants, il vous apporte la valeur, il vous apporte du contenu de qualité. Donc abonnez-vous, partagez les vidéos, laissez les likes, vraiment soutenez-le, s'il vous plaît. Et c'est quoi ces saveurs de Diane? Eh bien, saveurs de Diane, c'est 2 concepts. À la fois une partie traiteur qui permet à chaque personne qui a envie de passer du bon moment avec sa famille, ses proches, de ne pas se tracasser avec la cuisine, mais surtout appeler saveur de Diane. Moi, je concocte le repas, je le livre, il est prêt et il n'y a plus qu'à profiter. Et le deuxième sujet du concept, c'est les bocaux pour les gens qui ont envie de cuisiner avec facilité, à manger un repas africain sans pour autant y passer des heures. Donc moi, je propose les bases culinaires. Alors, donc j'ai pioché la question 1 et c'est pour toi, c'est quoi exactement un business à côté de son travail salarié? Bonne question. Alors, un business à côté d'un business salarié, enfin d'un travail salarié. Donc pour moi, c'est ce qu'on appelle souvent un side hustle. C'est un travail complémentaire, mais plutôt qui va être un travail en indépendant. Donc pour moi, un side hustle, c'est pas une activité secondaire. Parce qu'on a déjà une activité quand on est salarié. Et l'activité salariée, c'est une activité qui est là pour apporter une sécurité déjà, donc pour être stable sur les premiers plans, parce que le salariat, ça permet de payer le loyer, ça permet d'avoir de quoi se nourrir. Et en parallèle, donc il y a cette possibilité pour chaque personne d'apporter autre chose, c'est-à-dire donc exercer
une activité qui consiste surtout à montrer son identité, ce qu'on a envie de partager, sa culture, et surtout qui ressemble à la personne. Tu vois, par exemple, pour moi j'ai un travail salarié, donc du lundi au vendredi, moi je travaille, mais en parallèle, moi j'ai mon moment à moi où je me sens dans mon élément, où j'ai envie de partager, où j'ai envie de cuisiner, où j'ai envie de régaler, où j'ai envie de satisfaire les gens à travers la nourriture. Et en fait, ces moments-là, c'est pas plus une activité secondaire parce que c'est plutôt, je suis sur une passion. Tu vois? Et donc, pour moi, side hustle, ça va être quelque chose qu'on a envie, qui a de la valeur déjà, quelque chose où quelqu'un est capable de payer, de dire, ok, cette personne, elle propose des repas, moi je suis capable de payer parce que j'en ai besoin, parce qu'il faut qu'il y ait un besoin. Donc pour moi, c'est deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Et en fait, c'est pour ça que je conseille aux gens que, imaginons, donc on a envie, on est salarié, on a envie de créer quelque chose, il faut déjà trouver quelque chose qui a de la valeur et surtout qui répond à un besoin et quelque chose que quelqu'un est capable de dire, ok, moi je sors le porte-monnaie et je peux payer. Donc c'est plutôt ça. Et est-ce qu'on est conseillé de le faire ou ça dépend de la personne? En fait, ça dépend de la personne parce qu'on n'est pas tous entrepreneurs. Oui. Donc, ça dépend de la personne. Après, ça dépend aussi des moyens parce qu'il y a des personnes qui ont des salaires à 5 000 euros. Bah, si on a un salaire à 5 000 euros, à un moment donné, on n'est pas obligé d'avoir un side business. Tout comme il y en a qui en ont. Donc, je pense que c'est un choix de chacun. Après, moi, tu vois, personnellement, moi, c'est différent. Moi, je suis quelqu'un moi, je suis incapable de travailler de 8h à 18h et rentrer chez moi, manger, regarder la télé, ensuite dormir. Non. Moi, j'ai besoin de stimuler mon cerveau. Tu as cette personnalité de tout faire. Exactement. C'est surtout que moi, j'ai réalisé que je suis capable de dormir 7h, 7h30 par nuit. C'est suffisant pour moi. Et le reste du temps, pour moi, il faut que j'ai besoin d'occuper exactement, j'ai besoin d'occuper mon temps. Et en fait, je me rends compte que moi, quand je cuisine, c'est un moment de plaisir. Donc c'est ça aussi. Si quelqu'un a envie, par exemple, de mettre en place un business à côté, donc c'est plutôt que ce soit un moment de plaisir. Parce que si on passe la journée au travail et qu'ensuite on rentre et qu'on fait donc son business à côté, mais qu'on se sent en train de charbonner, bah, à un moment donné, on s'épuise. Donc il faut que le travail à côté nourrisse l'esprit et le corps. Donc, ça veut dire que si, par exemple, un jour, tu reçois beaucoup de commandes ou tu réalises qu'au fait, tu n'as plus le temps de faire ce travail salarial et ça serait une bonne idée de basculer complètement dans ta passion ou c'est bien de garder les deux en même temps? Alors, je pense que ça dépend des choix des uns et des autres. Moi, personnellement, j'avoue que je n'ai pas... je suis sur une activité où les événements que je couvre, ce sont des événements qui se déroulent le week-end. Donc généralement, les événements traiteurs, les baptêmes, les anniversaires, les repas de famille, ça se déroule le week-end. Et même quand je vais par exemple l'association Le Rotary Club qui fait appel à moi souvent, bah, eux, c'est des événements qui se passent en week-end. Donc c'est vrai que moi, mon activité, elle est couverte globalement les week-ends. Et donc pour moi, j'ai quand même besoin de cette activité de la semaine où donc ça occupe aussi mes journées. Et après, par contre, sur la partie bocaux, bah, là, je fais plutôt de l'éducation de mes clients. Parce que tout le monde n'a pas l'habitude, les bocaux, c'est nouveau, c'est innovant. Il n'y a personne qui, pour l'instant, en tout cas en France, je ne trouve personne qui fait des bases comme le Mafé de l'Est, la Sublimeuse, qui propose ces bases. Et en fait, les clients ne les connaissent pas. Maintenant, le peu de clients que j'ai sont des clients qui découvrent et en fait à qui j'apporte cette sensibilisation, cette éducation, tu vois. Donc, mais bien évidemment, si à un moment donné, moi je me rends compte que la partie saveur de Diane, j'ai énormément de demandes et que ça occupe mes journées de la semaine, bien évidemment, la question ne se pose pas. D'accord. Oui. Bon, on passe à la deuxième question. Passons à la deuxième question. Donc, je pioche au hasard. Voilà, pioche au hasard, c'est mieux. Ouais. Alors, j'ai la question 4. On attend. Alors, comment démarrer une activité quand on n'a ni argent ni réseau? Alors, c'est vrai que l'ennemi que les gens qui ont envie de créer quelque chose, l'ennemi qu'ils ont, c'est surtout le fait de se mettre des limites. En se disant, c'est surtout les peurs, où les gens vont se dire, ok, moi je n'ai pas d'argent et je n'ai pas de réseau, donc je démarre rien. En fait, c'est là où les gens se trompent. C'est le moment en fait où il faut se lancer, parce que quand tu as une idée et que tu sais que l'idée peut apporter de la valeur,
Pourquoi en fait attendre? Parce que c'est vrai que si on n'a pas l'argent, si on n'a pas les réseaux, ça peut être freinant. Mais l'argent, en fait, il faut voir. Parce qu'il y a des business à côté qu'on peut démarrer sans avoir besoin d'énormément de moyens. Moi, avec Saveur d'Audiane, c'est vrai que moi, j'ai acheté au fur et à mesure mes équipements. Mais j'ai commencé avec 2 marmites et ensuite j'ai acheté un autocuiseur, enfin, etc. Mais j'ai pas eu besoin de me dire, OK, je vais attendre d'avoir 2000 € pour acheter tout ce que j'ai à acheter. Non, en fait, j'ai construit au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça que les gens doivent se dire, c'est que même sans grand-chose, en fait, le but, c'est de mettre en place quelque chose. Et ensuite, en fonction... Quand il va y avoir les gens qui vont dire « Ok, moi, ça m'intéresse ce que la personne propose, je vais payer », c'est avec les bénéfices qu'il faut, du coup, injecter, investir. En fait, on fait un investissement au fur et à mesure, grâce aux bénéfices. Et après, le réseau, c'est vrai qu'on a tous un réseau, en fait. Ça, c'est là où les gens se disent « Moi, j'ai pas le réseau, je ne peux pas ». On a tous un réseau. Quand j'étais dans l'immobilier, on nous parlait, en fait, de ce qu'on appelle la liste chaude. La liste chaude, c'est les gens que tu connais dans ton cercle de niveau 1. Et après, tu as les gens que tes amis connaissent, tu as des gens que tu as déjà croisés, et en fait le but c'est de réveiller ces gens. Imagine, moi je me dis, tiens, moi je connais Moussa, on se parle pas souvent, on se parlait, c'est maintenant qu'on commence à se parler de plus en plus, mais avant on se croisait, mais on se connaissait. Et en fait, on se parlait, on demandait des nouvelles, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, et après on passe, et après on se revoit 2 mois après, et on se reparle comme ça. Et en fait, toi, tu aurais fait partie, la preuve. Moi, quand j'ai démarré, je t'ai envoyé mon Instagram en disant, écoute, finalement, je viens de démarrer une activité, est-ce que tu pourrais t'abonner? Tu étais parmi mes premiers abonnés. Oui. En fait, on a des personnes qu'on connaisse autour de nous qui sont capables, en fait, à qui on peut juste prendre des nouvelles en disant, tiens, en fait, je viens de lancer ça. Donc, nos amis proches. Et après, de toute façon, on ne leur demande pas l'avis. On leur informe qu'on démarre cette activité. Comme ça, si eux, ils ont besoin ou s'ils connaissent quelqu'un qui a besoin, eh bien, c'est comme ça que ça va fonctionner. Est-ce qu'on peut compter sur eux comme des clients, des futurs clients potentiels ou En fait, en fonction de ce qu'on propose, on a toujours des futurs clients. Et moi, je peux te dire que c'est très important d'en parler à ces personnes qu'on a, même au niveau qu'on a. Parce que moi, les personnes qui me contactent pour les prestations traiteurs, je ne les connais pas tous. Moi, ça fonctionne du bouche à oreille. Ce sont des gens qui savent que Diane propose des plats, fait de la cuisine africaine et qui m'appellent pas plus tard qu'hier. J'ai une dame qui m'a appelée parce qu'elle cherchait traiteur sur Google à Lille. Et en fait, du coup, elle est arrivée sur Instagram et elle a vu ce que je proposais. Et puis, c'est comme ça que le réseau se construit. Et en fait, pour moi, avec les réseaux sociaux qui sont là, on a TikTok, Instagram, Facebook, tous ces réseaux sont accessibles sans payer. On peut créer un compte, en fait, il faut démarrer par là. Et ensuite, quand on connaît une personne ou deux, on lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais me soutenir et t'abonner? Et ensuite, la personne, quand elle va entendre qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ton service, la personne va en parler. Les gens parlent naturellement. En fait, quand on ne demande pas de l'aide, on ne reçoit rien. Je te le dis, les gens, en fait, ils n'osent pas parler de ce qu'ils font. Par peur, parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Et ça, déjà, ça c'est... je ne sais plus la question, mais je crois que... oui. Oui. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un des ennemis, la peur du jugement. Parce que les gens, ils ont peur qu'on les juge. Or, quand on n'a ni argent, ni réseau, la seule richesse qu'on a, ce sont les gens qui nous connaissent potentiellement et qu'on connaît et qui sont capables de nous recommander. Comment on peut dépasser la peur des gens qu'on connaît? Pourquoi? Parce que souvent, quand tu te lances, les gens qu'on connaît, on te traite pour aventurier, on te traite... Et souvent, quand on se lance dans des affaires innovantes, d'où on sort cette force de dépasser cette fureur. En fait, pour moi, il faut au moins trouver une seule personne qui croit en toi. Dès que tu parles de ton idée à quelqu'un et qu'il y a au moins quelqu'un qui te dit ça c'est une bonne idée, il faudrait que tu y ailles. Pour moi, il faut y aller en fait. Et moi, cette personne, je l'ai trouvée. Tu peux aussi, tu peux monter ton affaire et tu mets dans les commentaires. Et je sais qu'elle aime bien motiver les gens ambitieux. Mais oui. Et si tu as un projet, vas-y, mets dans les commentaires et tu verras son feedback. Mais complètement, mais je suis à 200% d'accord. En fait, il faut trouver au moins quelqu'un qui croit en toi. Et dès lors que tu arrives à en parler à une seule personne et que tu as une seule personne qui te dit « Ok, vas-y », à un moment donné, c'est qu'il y aura quelqu'un d'autre qui voudra bien faire la même chose. Et puis, à un moment donné, en fait, il faut s'en foutre de ce que les gens pensent. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui projettent leur peur. Parce que parfois,
tu as envie d'entreprendre quelque chose, mais comme tu en parles à quelqu'un, que la personne te dit, mais pourquoi tu fais ça, t'es pas content de ce que tu fais déjà, nanana, nanana. En fait, les gens, c'est parce qu'ils projettent leur peur. C'est ça le problème. Et moi, honnêtement, moi, je suis contente parce que moi, je suis entourée par des personnes quand même, la plupart qui m'encouragent. De toute façon, quand on m'encourage pas, c'est sûr que la personne n'est pas dans mon entourage parce que c'est que la personne ne veut pas que je réussisse. Donc le problème, il est réglé. Et puis, moi, j'ai quand même eu de la chance d'avoir des copines. À chaque fois que j'en parle, même quand elles m'ont rien à m'apporter, elles me disent, c'est bien, vas-y, tente, tu vois. Les gens m'ont poussé en me disant, vas-y, teste. De toute façon, il y a ma copine Joyce, je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Ah oui. Elle... Et je pense que même elle allait t'accompagner aujourd'hui. Et Joyce, c'est la prochaine fois, il faut que tu sois là. C'est toi qui vas t'asseoir ici et c'est toi qui vas conduire cette émission. En tout cas, moi et Diane, on sera de ce côté-là. Mais je pense qu'elle sera ravie. Bon, je parle pour elle, mais en tout cas, tu vois, c'est elle en même temps, elle est dans l'agroalimentaire. Donc la qualité, la sécurité alimentaire, c'est son domaine. C'est vrai que j'ai eu cette chance quand même de la voir à mes côtés parce que tu vois, elle, quand j'en parlais, elle me disait, ah, mais c'est bien, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et moi, c'est ça l'entourage que j'ai. J'ai des amis autour de moi. Quand je parle de ce que j'ai envie de faire, on me dit pas le comment et le pourquoi. On me dit plutôt, vas-y, tu pourrais faire ça aussi. En fait, ils ont confiance en toi. Exactement. Et en fait, même après, je sais que parfois on se dit, les gens peut-être pensent que c'est peut-être pas le moment ou peut-être qu'il faut y aller doucement, mais on me le dit pas. Parce que je pense que autour de moi, mes amis se disent, elle va y arriver. Si elle y arrive pas, c'est pas grave, elle aura tenté. De toute façon, tout le monde le sait autour de moi. Moi, on me dit que je suis action-réaction. Il faut que les gens se foutent la paix et qu'ils arrivent à s'investir à partir de zéro. Mais complètement. De toute façon, les business qui réussissent partent de zéro. Parce qu'on n'a pas tous une famille qui est capable de donner un billet en disant vas-y. Non. Généralement, on démarre de... Bon, moi, personnellement, j'ai démarré de rien. Après, la valeur, je pense, la plus importante que j'avais, c'est le cerveau de mon entourage. Est-ce que, même avant l'autre écart, aujourd'hui, ton affaire s'autofinance ou tu as encore besoin d'injecter? Non, je n'injecte pas parce que je suis dans l'artisanal. Déjà, la partie traiteur, c'est sûr que quand on fait une prestation, moi, quand je fais une prestation traiteur, j'ai déjà 50% d'avance déjà réglé parce que moi, j'avance pas mes sous. Donc, au moins 50% du budget, comme ça, si à un moment donné, jusque-là, je touche du singe, personne ne m'a pas payé, je suis entourée par de bons payeurs, mais en tout cas, le fait déjà d'avoir 50% d'avance sur la prestation, ça me permet de mettre un peu de mon argent, mais surtout le gros budget du client. Donc, moi, je m'autofinance, donc déjà sur cette partie. Et puis, sur la partie bocaux, l'artisanal, en fait, je ne fais pas en industriel. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de fonds de roulement pour dire, OK, je vais investir dans la production et dans le stockage. Non, quand on est sur de l'artisanal, qu'on ne met pas d'additifs, qu'on n'ait pas de conservateurs, qu'on est vraiment sur des produits qui sont les plus clean possibles, en fait, les délais de conservation sont plus courts. Et quand ils sont plus courts, du coup, moi, je fonctionne à la demande. Et qu'est-ce que tu peux conseiller à la personne, par exemple, qui a un projet, qui demande beaucoup de fonds de roulement, mais qui n'en a pas? Dans ce cas, en fait, il faut déjà analyser son idée, voir déjà la valeur qu'elle peut ajouter. Donc, c'est plutôt faire une étude de marché. Déjà, voir quelle part de marché on peut gratter, la rentabilité, parce que du coup, il faut vraiment faire un bon business plan qui permet de mieux se projeter. Et après, là, pour le coup, aller chercher les fonds. Et dans ce cas, les fonds, si on n'a pas les fonds soi-même, c'est aller voir les banques ou comment on appelle ça? Tu sais, les incubateurs. Donc, ceux qui en fonction, mais en tout cas, il y a des incubateurs en fonction du projet. Et dans ce cas, c'est plutôt ce type de moyens. Mais après, quand on a besoin de gros budgets, à un moment donné, il faut voir c'est quoi en fait, quel type de business on a envie de mettre en place. Parce que est-ce que c'est un business dans la tech où il faut mobiliser beaucoup de développeurs? Enfin, ça dépend pour moi, ça dépend du projet. Mais pour ceux qui ont besoin d'autant de projets, ce n'est plus un side hustle. Ce n'est plus un petit business à côté. Là, on est vraiment sur un projet de vie où la personne se dit En tout cas, moi, j'ai besoin d'1 million pour commencer l'idée que j'ai dans la tête. Mais on ne va pas le développer aujourd'hui. Et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont des projets comme moi. Ils vont encore une fois mettre leurs commentaires. Comme ça, on va peut-être pouvoir se contacter et de trouver des solutions ensemble. Ou
tout simplement te réinviter pour que tu viennes nous expliquer comment trouver les financements. Et sur ce, je te demanderai de piocher une autre carte, comme ça on avance. D'accord, ok. Voilà. Et je sais que les gens, ils ont envie de comprendre, d'écouter et de comprendre toutes les réponses. Oh là, ok, ça marche. Donc là, j'ai la question 2 qui est, quel a été ton déclic pour lancer une activité parallèle? Alors, le déclic, en fait, c'est le déclic, on l'a quand on a... c'est un mélange d'intuition et un mélange d'opportunités aussi. Parce que pour lancer un business à côté, c'est vraiment, on sent qu'on tient quelque chose. Et le déclic, il est là quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est capable de payer. Moi, je t'avais raconté l'histoire de mon pote qui avait dit qu'il allait faire un virement irrévocable. Donc là, à ce moment-là, moi, ça, c'est un des déclics. Et puis, ça, c'était la première partie. Mais c'est surtout au moment où moi, j'ai créé mon compte Instagram et que j'ai commencé à avoir des commandes. C'est là où je me suis dit, bah en fait, il n'y a plus rien à faire d'autre. C'est le moment où, du coup, j'ai créé ma micro-entreprise. Et où j'ai commencé à chercher un laboratoire. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, en fait, les gens commandent. Et le déclic, donc, c'est celui-ci. C'est le moment où moi, je me suis dit, OK, il y a des gens qui me disent qu'ils ont besoin de mes services. Bah, à ce moment-là, en fait, il faut y aller. Après, au-delà de ça, moi, c'est sûr que moi, j'aime bien mener une belle vie. Donc, moi, mon salaire ne me suffit pas. Donc, c'est le moment aussi où je me suis dit, bon, si les gens sont capables de payer et que moi, là derrière, je ne me prends pas la tête à cuisiner, ça me fait plaisir, bah, dans ce cas, je vais gagner l'argent avec ma passion. Donc, le déclic, en fait, il est là. C'est une question d'opportunité. Une opportunité parce que j'ai eu des amis qui m'ont dit, bah, nous, on commande régulièrement. En fait, c'est la demande qui pousse. Exactement, complètement. En fait, dès lors qu'on a quelqu'un qui paie, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui paient et qui sont en capacité donc d'acheter le service ou le produit. Et après, c'est aussi le travail, il s'ensuit. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que toi, tu vas dire, OK, je vais en parler à plus de monde. Comme ça me permet de générer beaucoup plus d'opportunités. Ça marche. Et on continue. OK, alors, hop. Donc, 3, pardon. Qu'est-ce que les gens sous-estiment quand ils veulent démarrer un business à côté? Alors, pour moi, ce que les gens sous-estiment souvent, c'est la discipline. Parce que la discipline, je pense que c'est le moteur dans un business à côté, surtout quand on est salarié. En fait, il faut avoir une très très bonne organisation parce que sinon, ça ne marche pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que démarrer, c'est plus simple. Mais poursuivre, continuer, c'est là où ça peut être un peu plus compliqué si on n'est pas bien organisé, si on n'est pas bien discipliné. Et en fait, moi, je me rends compte que personnellement, moi, ma vie, elle est pleine de to-do list. Parce que je sais que je vais me lever à 6 heures, que je vais peut-être préparer un peu de contenu pour le site internet. Et ensuite, je vais réveiller mon fils, le préparer, aller travailler. Et on rentre le soir. Parce que, alors, moi, mes repas, je les prépare à l'avance. Hein, donc, tu vois, c'est bien organisé. Et puis, moi, j'ai choisi donc, de faire appel à une babysitter parce qu'en même temps, je fais de longues journées. Moi, je finis quasiment à 18 heures tous les jours. Donc, moi, je rentre, mon fils, il est à la maison. Après, donc, c'est une bonne organisation parce que les devoirs sont déjà faits. Donc, moi, c'est le bain de mon fils, le repas. Après le repas, dodo. Et après, le dodo, c'est le moment où moi, je vais emballer je vais préparer les commandes, du coup, que je vais déposer le lendemain. Et en fait, c'est une sacrée organisation. Et comme mon fils il est couché à 21h, c'est à ce moment-là du coup que je vais voir d'autres détails, ce que j'ai pas fait. Donc tout ça, c'est une bonne discipline. Et en fait, si tu n'es pas bien organisé, à un moment donné, tu vas te dire, ok, en fait, travailler, parce que c'est le travail qui va toujours primer, parce que tu as un salaire qui arrive. Donc tu vas toujours te dire, ok, moi je vais finalement plutôt travailler et puis le business, je vais m'en occuper plus tard. Ça m'est arrivé parce que moi je l'ai vécu. Donc, c'est à ce moment-là que moi je me suis dit, j'aime quand même créer du contenu, j'aime bien prendre du temps pour faire toutes ces choses, mais le manque d'organisation, de discipline, c'est ça en fait moi qui a failli un peu me casser dans mon élan. Et en fait ça, je pense que c'est ce que les gens sous-estiment. Après, c'est la constance. La constance, en fait, c'est aussi une manière de régularité. En fait, quand on fait une chose, il faut savoir bien le faire et correctement le faire. Et ça, c'est valable aussi dans le travail salarié. Parce que si tu n'es pas excellent dans le travail que tu fais au quotidien, qui te paie ton salaire,
bah, en fait, dans ton business aussi, ça ne va pas être le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'excellence, la discipline et surtout la constance. Donc avoir une régularité dans ce qu'on fait. De toute façon, quand on a une discipline et qu'on a une routine de ce qu'on fait tout le temps, après ça devient des réflexes. Et comment on gère la vie sociale et le stress quotidien? Bah écoute, c'est pas si stressant quand c'est maîtrisé, tu vois. Oui. Après, moi j'avoue que c'est vrai que je vois très peu mes amis, mais je les vois dans des occasions qui sont particulières. Parfois, mes amis viennent à la maison, ben, on va papoter en prenant l'apéro pendant que je prépare mes cartons ou pendant que je prépare mes bocaux. Donc, pendant que je mets les étiquettes. Donc, c'est tout ça aussi. C'est vraiment, tout n'est qu'une organisation. Après, moi, j'ai des amis donc que je vois très souvent et d'autres que je vois très peu, mais pendant des occasions importantes, bah, on va se voir parce que c'est des moments importants pour les uns et les autres. Donc là encore, c'est une question d'organisation pour moi. Est-ce que tu n'as pas la nostalgie de se laisser faire? De me laisser faire? Non, après je sais pas, ça dépend. Par exemple, me laisser faire dans quel sens? En fait, aujourd'hui, tout c'est du scroll. En fait, on a toujours quelque chose qui te demande de faire une action. Oui. Et comment tu arrives à te priver de toutes ces tentations et de se dire non, je reste focus. Bon, en fait, ouais, c'est vrai que moi je vais souvent sur les réseaux, mais j'ai mis aussi une durée limitée. Maintenant, moi, je vais sur les réseaux pour un temps limité. Soit pour publier quelque chose, ou pour regarder 2 ou 3 trucs, pour avoir une idée de ce qui se passe sur les réseaux, les tendances. Mais moi, je vais sur les réseaux avec un objectif. Tu vas pour produire et pas pour consommer. Exactement. En fait, ma consommation, je consomme quand même, mais un tout petit peu. Mais en tout cas, moi, je ne sais, enfin, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai acheté quelque chose sur les réseaux. Donc, parce que je n'ai pas le temps, en fait, d'avoir les pubs. D'ailleurs, ça m'agace. Quand je vois 2 ou 3 pubs, généralement, moi, je ferme mon téléphone. Après, moi, je suis une ancienne addict d'Instagram. Tu vois, moi, mais avant, moi, j'étais au travail et je voyais sur ma montre une notification. Instagram, TikTok, tout ça. Moi, maintenant, j'ai plus de notifications. Je les ai enlevées. Je les ai toutes enlevées. Et en fait, maintenant, moi, je vais sur les réseaux parce que j'ai un objectif précis. Donc ça, c'est pour ça aussi que ça me pollue moins et ça m'occupe moins l'esprit. Et après, en même temps, j'ai pas non plus trop le temps de passer 2 heures sur les réseaux sociaux. Après, moi, j'ai mes moments en moi, comme le dimanche, où moi, je vais, pour une fois, me mettre dans le canapé, pieds sur la table, téléphone à la main. Là, je vais scroller, mais c'est le moment où je vois les tendances. En fait, tu te donnes le temps. Exactement. Le temps précis pour t'actualiser, au fait. Exactement. Mais par contre, moi, la présence sur les réseaux, elle est vraiment limitée. Parfois même, je vois que mon téléphone me dit que j'ai passé moins de temps sur les réseaux que la semaine dernière ou que le mois dernier. Donc, c'est un choix. Après, moi, j'aime bien maintenant, j'ai réussi à trouver le temps pour aller faire du sport. Et en fait, tout ça, c'est le temps aussi que je ne vais pas scroller. Et donc, comme j'aime bien enrichir mon esprit, ma culture, bah moi quand je suis à la salle de sport, j'écoute pas la musique, je vais écouter un livre ou un podcast, quelque chose de constructif. Donc finalement, tout ça, ça ne m'atteint pas. Donc ouais, je dirais, je suis pas complètement vaccinée parce que toujours est-il que moi j'ai mis une date limite pour arrêter d'aller sur le téléphone. Parce que moi, à 21h, je ne vais plus sur mon téléphone. Parce qu'avant, j'avais mis 20 heures. Et après, je me suis dit, impossible. Parce que je pouvais prendre le téléphone et la première chose que je fais, je vais sur Instagram. Donc, c'était compliqué. Mais maintenant, j'ai une heure limite. Je ne vais plus sur les réseaux et le téléphone, je le pose. Comme ça, voilà. C'est le moment aussi où, quand j'ai un moment de libre, bah, je prends 2 minutes pour faire la méditation. Donc, c'est des petits moments comme ça. Tout le monde a 24 heures, le riche et le pauvre. Mais la différence, en fait, c'est l'art de savoir bloquer le temps. Oui. Et quand tu as bloqué le temps, quand tu sais ce que tu fais à cette heure-là ou à cette heure-ci, et tu n'as pas le temps, en fait, d'aller faire autre chose. Allez, on passe à la prochaine question. Hop, alors, la 8. À partir de quand un business à côté commence à devenir une vraie entreprise? Eh bien, c'est simple, hein, quand on n'est plus dans l'improvisation.
Parce que un business à côté où on improvise parce que on a telle demande pour tel service ou telle prestation et qu'on se dit ah je ne suis pas préparée mais je vais m'arranger, je vais fonctionner avec ce que j'ai. Là on est dans l'improvisation. Et en fait un business devient une entreprise au moment où on commence à être hyper bien organisé, où tout commence à être bien cadré. Moi je sais que je l'ai su déjà au moment où déjà je me suis dit c'est le moment de créer la micro-entreprise. Là j'ai su que du coup je passais à une autre étape. Et ensuite, au moment où j'ai commencé à créer les bases, mettre les étiquettes, mettre les DDM, les durées, les dates de durabilité moyenne, tu vois, ce genre de choses. Tu commences à bien organiser, tu crées les étiquettes qui sont pour la conservation, pour les produits à vendre. En fait, moi, c'est à ce moment-là que j'ai su que ça devient une entreprise. Déjà, dès lors que légalement, tu vas sur l'INPI déclarer ton entreprise, tu choisis ton activité, là, déjà, ça devient une entreprise. Les petits business démarrent comme une blague quand on commence, parce qu'on va aller sur les réseaux, on va tester son idée, on va voir si on a des followers, on va voir si on a des commandes, on va voir s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et en fait, c'est à ce moment-là que dès que tu décides que tu vas créer une entreprise pour en faire une activité qui te rémunère, que ça devient en fait une entreprise. Donc, c'est une suite d'étapes et que chaque personne doit identifier. Et moi, ce que je conseillerais à chaque personne, en fonction de chaque business que l'on démarre, c'est de mettre en place des process. Tu vois. Et en fait, en fonction, si tu es dans tout ce qui est comme traiteur comme moi, à un moment donné, il faut commencer déjà à noter les recettes. Donc, à savoir dans quel plat, quelle est la recette. Ça, moi, je l'ai appris à la dure parce que justement, comme j'ai commencé comme une blague, où je cuisinais pour mes amis et qu'après, j'ai commencé à avoir des commandes, moi, j'avais pas des recettes qui étaient déjà notées. De toute façon, au Burundi, on cuisine à l'œil. Donc, tu vas mettre le riz, tu vas mettre l'eau, tu vas mettre les épices comme ça, le sel comme ça, mais tu ne sais jamais quelle quantité. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à te dire, OK, dans chaque recette, je mets telle quantité en kilos, bien entendu, pas en ml, et en kilos. Et ensuite, à la fin, tu mets du coup les étapes de cuisson. Et en fait, quand tu commences à structurer de cette manière, tu sais que tu es en train de construire une entreprise. Et après, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le salariat donne une stabilité, mais l'entrepreneuriat construit des destins. Alors, hop. Et là, 10. 10 commandements. Mais oui, c'est les 10 commandements de Moussa ou quoi? Ok, alors, donc c'est quel conseil donnerais-tu à une femme qui hésite encore à lancer son propre business à côté? Alors, cette question, je l'aime bien parce que s'il y a des personnes qui ont énormément de potentiel dans l'entrepreneuriat, c'est les femmes. Parce que les femmes, on a plusieurs casquettes. Quand tu vois toutes les choses qu'une femme gère dans la journée, il y en a une tonne. Et en fait, pour moi, ça crée un levier où chaque femme qui sait qu'elle a des gestes ou des tâches qu'elle répète tout le temps et qu'elle aime, en fait, c'est quelque chose qu'elle peut transformer en side business. Et en fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'identifier qu'est-ce que tu fais dans la journée qui te plaît, qui te passionne, que tu pourrais faire et refaire à l'infini, qui pourrait t'empêcher de dormir et tu ne regretterais pas les heures de sommeil que tu n'as pas eues. Et à ce moment-là, en fait, y aller. Franchement, personnellement, une dame qui n'est pas entrepreneuse, et pour moi, je trouve que c'est du gâchis. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez plein de potentiel que nous n'avons pas. Il est fort possible qu'en fait, une femme, elle est au téléphone, elle porte son bébé. En même temps, elle est en train de cuisiner, oui. Elle est en train de repasser, et en même temps, elle est en train de donner les ordres. Comment vous avez tout ce potentiel? En fait, c'est ça. C'est l'éducation aussi, c'est la culture, c'est la place aussi de la femme qui a conditionné la femme déjà à faire ça de manière, pas comme une contrainte, mais en tout cas, c'est la société qui a mis la femme dans cette case. Et finalement, en fait, c'est comme ça. Mais ça a poussé les femmes, du coup, à chaque fois, à savoir manager beaucoup de choses. Moi, je dis toujours que les femmes, ce sont des entrepreneurs qui n'ont pas juste une entreprise officielle et qui ne scalent pas, qui n'évoluent pas. Mais ce sont des entrepreneurs. Elles managent comme des entreprises. Parce qu'il faut savoir tout organiser. Et alors, moi, quand je vois au Burundi, ce sont des vraies femmes d'affaires. Le fait d'avoir une maison qu'on gère avec des employés,
En fait, c'est comme une entreprise qu'on manage et qu'on fait en sorte que tout soit carré, tout soit correct, que tout soit bien exécuté. Et pour moi, en fait, il n'y a pas photo. Toute femme peut être entrepreneuse. Après, le problème, c'est que nous, les femmes, on n'a pas toujours cette fibre et ce courage de créer des entreprises. On est dans une situation où on n'ose pas, où aussi on a peur du regard de l'autre et où on questionne aussi la légitimité. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas photo. Les femmes, elles doivent prendre cette place parce qu'elles en ont la capacité, elles en ont les moyens. Et moi, quand je regarde les managers femmes, moi avant, j'aimais pas les managers femmes. Quand j'avais une chef femme, j'avais du mal. Je disais, j'ai du mal avec les femmes. Jusqu'au moment où j'ai rencontré les femmes qui étaient mes managers et que j'ai trouvé incroyables dans la manière de manager, d'accompagnement, de monter en compétences et aussi de suivi parce qu'on a ce côté maternel. Et en fait, tu te rends compte que c'est des personnes, en fait, quand on tombe sur les bonnes et qu'on les suit, et en fait, on peut être inspiré. Et pour moi, en fait, moi je dirais à chaque femme qui a envie d'entreprendre de trouver le truc qui lui donne le feu, tu vois, au fond là, dans le ventre. On sait quand on tient quelque chose, on a comme un petit feu là, et c'est le moment de saisir l'opportunité et de se dire j'y vais. Après, je pense qu'il faut aussi se faire accompagner parce que parfois c'est pas évident aussi parce qu'on a peur de se lancer, on n'est pas sûr que son idée va marcher. Donc oui, un accompagnement et puis aussi sonder autour de soi. Et voir est-ce que si je mets ça en place, toi si tu en avais besoin, est-ce que tu pourrais acheter? C'est un sondage qui pourrait marcher. Parce que si tu sais qu'il y a quelqu'un qui pourrait acheter, tu sais que tu tiens quelque chose. Donc bref, je me suis un peu égarée, mais en tout cas... ouais. C'est la bonne piste. Bon, et d'ailleurs, si tu permets, j'aimerais bien te dire que dernièrement, il y a Ine qui m'a viré. Pardon. Excuse-moi. J'en ai perdu le micro. Excuse-moi, tu as été virée par une femme? Oui, j'ai été virée par... en fait, j'ai intégré un groupe. J'avais un poste, tu vois, un petit poste. Attends, s'il te plaît, je vais d'abord rigoler. Je m'attendais à tout sauf ça, Seigneur. Oui. Et là, quand elle m'a viré, j'ai pas été d'accord. Et j'ai demandé le responsable de ressources humaines de convoquer une réunion. On a fait une réunion de 3 heures et j'ai même fait venir des syndicats. Et la dame, en fait, elle disait que je suis omnibulée de leadership. Donc, de leadership? Oui. Mais à quel moment c'est un problème ça? En fait, pour elle sentait une menace. Voilà. Et en fait, ça m'a fait penser une chose. Je pense que c'est la chose que la société a injectée en fait, dans le cerveau des dames. Et alors que les dames, c'est eux, nos mamans, c'est eux, en fait, en dehors de l'entreprise, c'est elles qui nous apprennent à devenir d'hommes. Des hommes plutôt. Oui. Donc, en vrai, c'est pas des hommes qui apprennent les hommes à devenir les hommes. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme. Et voilà. Derrière chaque femme qui réussit, il y a elle-même. Voilà, il y a elle-même. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai bien compris que la femme, naturellement, c'est une entrepreneuse. Mais avec les ondes de la société, en fait, la femme est devenue par se sentir envahie. Et je comprends en fait la réaction de cette dame qui m'a viré. Et d'ailleurs, j'imagine, je crois que je vais l'envoyer sur le podcast. Bon, en fait, c'est vrai que après le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est compliqué. Oui, et c'est vrai que parfois, il est nécessaire de bien connaître sa place et aussi, parfois aussi, en fait, les hommes, ils vont se sentir beaucoup plus légitimes que les femmes. Et les femmes vont avoir tendance à se sentir vite menacées quand il y a quelqu'un qui prend de l'initiative, qui prend un peu le leadership ou qui prend les choses en main. C'est vrai que parfois, en fonction des métiers qu'on a, donc où les personnes vont se dire, les femmes vont se dire, il veut piquer mon boulot, il veut prendre ma place, et en plus comme tu es un mec, ça peut créer de l'insécurité. C'est vrai qu'en analysant, je faisais peur. Parce qu'en fait, la première fois, elle m'a donné une remarque, et en fait, c'était un travail juste de production, elle m'accusait de ne pas produire autant. Et là, dans les 48 heures, j'ai augmenté ma production de ça 50%. Ah oui, mais en même temps,
tu sous-produisais à la limite. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, moi, ce que j'ai envie d'ajouter sur ça, c'est que, en fait, les dames, elles devraient ne pas se sentir menacées. Elles devraient se sentir responsables. Elles devraient se sentir les patronnes de la société. Et là, si même on sort du côté business, on entre dans la vie quotidienne, je pense que toutes ces dames, et c'est eux qui tricotent des habits de leurs enfants, c'est eux qui nous coiffent, c'est eux qui nous nourrissent. En fait, chacune femme sur Terre peut créer une affaire, un business sans aller plus loin dans ce qu'elle fait juste pour son foyer. Au quotidien, oui, mais je suis entièrement d'accord. Après, c'est vrai que tu vois, dans le monde de l'entreprise, je trouve quand même qu'il y a... enfin, c'est pas si évident en fait. Parce que les femmes, déjà, elles doivent... je pense qu'elles se sentent dans une position où elles doivent toujours faire plus pour prouver leur légitimité. Et en fait, c'est peut-être ça qui crée souvent de l'insécurité. Mais tu as raison, elles sont capables de créer plein de choses. Et surtout, celles qui sont dans l'entreprise, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ce que tu vaux. Et en fait, quand tu sais ce que tu vaux, bah, en fait, il n'y a personne qui te fait peur. Et après, quand tu te sens menacée, je pense qu'à un moment donné, les femmes doivent apprendre à engager la discussion, à en discuter et à rappeler, à remettre chacun dans sa place quand elles se sentent menacées. Mais ce n'est pas une chose simple. Ça dépend où on travaille et aussi à quel point on se sent légitime. Et aussi, il faut être excellent dans ce qu'on fait pour être dans la légitimité aussi de prendre cette place et d'oser remettre chacun à sa place ou clarifier les choses. Mais bon, après, je pense que tout se travaille. Maintenant, tu vois qu'il y a énormément, de plus en plus de coachs en entreprise ou de coachs qui vont coacher les managers pour, du coup, vraiment affirmer sa place. Ouais. Et tout ça pour dire du coup, donc voilà, j'encourage les femmes et tu as raison de le dire, avec tout ce qui est fait au quotidien tout le temps, c'est possible de trouver un petit business à lancer à côté. En plus, les cheveux, moi je galère à trouver quelqu'un qui viendrait chez moi me laver les cheveux et j'adore qu'on me lave les cheveux. Donc voilà, s'il y a une coiffeuse dans tes auditeurs, je suis preneuse. Il y en a plusieurs, j'en connais. Si tu veux, je vais même te partager les coordonnées. Bah oui, carrément, avec plaisir. Voilà. Et ce que je vais ajouter avant qu'on passe au sujet de femmes, c'est que naturellement dans la vie, en fait, c'est ça ce qui me gêne, que les femmes ne se lancent pas. Parce qu'en fait, les femmes, on les comprend, même si on les sous-estime, mais une femme qui décide de se lancer, et déjà, les hommes nous suivons comme des moutons, parce que nous aimons des femmes. Moi je l'assume, nous aimons les femmes. Et quand la femme te dit de faire un bail, on fait. Oui, mais... Tu vas en discothèque et tu n'as pas de sous et tu sors bourré. Il y a tous les gars qui ont envie de t'offrir des bouteilles. Oui. Tu vois, c'est comme ça dans la vie quotidienne. Et tu mets je sais pas, genre, on va vendre sauter et moi, je mets mon stand ici et toi, tu mets ton stand là-bas. Il y a 100 personnes qui entrent et moi, je vais recevoir 20 personnes et toi, tu auras les 80 personnes. Ah ouais. En fait, si une femme décide, le monde l'appartient. Bah, complètement. Après, je pense que c'est plutôt des insécurités qu'on a, mais par la nature de femme. Mais en effet, oui, ça se travaille. Mais après, je pense qu'il faut se rapprocher des gens qui ont fait quelque chose, des gens qui s'entourer des gens qui sont plus intelligents, aller les consulter. Et après, à un moment donné, si on n'a pas envie de faire tout ça, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Tu vois, je te donnerai les statistiques de cet épisode. Oui. Et je te promets que ça va produire 100 fois plus ce que j'ai produit toute l'année. Ah non, c'est pas possible. Dis-moi si c'est pas vrai, les gars. Bah, j'ai hâte de voir ça, tu m'enverras les stats. Ouais. Bon, allez, je vois qu'il y a les mecs qui commencent à se sentir visés. On passe à l'autre question. Oui, donc on va partir sur la 5. Oui. Alors, 5e question. Comment tu arrives à concilier ton business à côté, ton travail salarié et ta vie de famille? C'est une gymnastique, hein. Je suis Wonder Woman. Ah oui. Non, je rigole. J'ai envie de comprendre. Bah, c'est vrai que moi parfois... Non, après, attends. Je rembobine. En fait, c'est différent. En fait, moi j'ai de la chance. Tu vois, mon fils, moi je l'ai une semaine sur 2 parce qu'il est en garde alternée.
Et en fait, moi, j'ai de la chance quand même d'avoir le père de mon fils, qui est un père merveilleux, et en fait, qui s'occupe de mon fils, ce qui fait que quand mon fils n'est pas à la maison, c'est le moment où je charbonne, c'est le moment où je prépare le contenu, c'est le moment où j'anticipe déjà qu'est-ce qui va être publié, où je vais organiser, où je vais travailler sur mon site internet, parce que le site internet, je l'ai fait moi-même, je le fais encore moi-même. Donc, oui. Et en fait, c'est vraiment une sacrée organisation. Et j'avoue que parfois, j'ai l'impression que je fais que travailler et non-stop, mais c'est l'organisation. En fait, c'est comme je t'ai dit. Donc, moi, j'ai des to-do list. J'ai une liste des choses à faire. Parfois, il y a des choses que j'arrive pas à terminer et donc que je remets à terminer plus tard, mais c'est de l'organisation et de l'organisation. Et tout cela, écoute, le travail, je sais que moi je vais travailler. Après, tu vois, moi j'ai la chance quand même d'être en télétravail, donc certains jours de télétravail. Donc tu vois, moi les jours que je suis en télétravail, moi je vais me lever à 5h30 et comme je sais que je vais commencer à 8h ou à 8h30, donc je sais qu'à un moment donné, moi ça me laisse 3 heures ou 2h30 où je vais travailler à fond sur ce que j'ai envie de faire. Et après, moi j'ai la chance quand même aussi d'avoir la possibilité de prendre une babysitter. Donc moi je ne le fais pas courir à gauche à droite, tu vois, pour récupérer mon fils, le redéposer. Donc certes, je vais le déposer le matin les semaines que je l'ai, oui. Et ensuite, le soir quand même, c'est la babysitter qui rentre avec lui. Pendant que je suis encore en train de travailler sur mon travail salarié, elle va s'occuper de lui pour les devoirs. Et ensuite, moi quand j'ai terminé, je vais en mode maman. Et puis avant de dormir, moi je me couche vers 21h30, 22h. Donc après, tu sais, les enfants ici, on passe pas beaucoup de temps avec eux. Donc à 20h30, ils sont couchés. Et donc moi, ça me laisse un moment où soit je vais m'occuper de moi ou de finaliser 2 ou 3 petits trucs que j'ai pas pu terminer. Et puis le reste, en fait, moi je vais noter tout ce que j'ai à faire. Moi, je fonctionne vraiment en to-do list. Après, moi, j'essaie d'intégrer aussi l'intelligence artificielle dans mon activité. Donc ce qui fait que moi, j'ai des super assistants. Ça sera le prochain topic. D'accord. Tu vas nous apprendre. Écoute, donc moi j'ai mis en place des process. Il y a des choses en fait que je ne vais pas passer du temps à réfléchir, à rédiger. Tout est déjà fait. Donc voilà, donc c'est vraiment cette manière de fonctionner. Après moi j'ai mon jour off qui est la plupart du temps le dimanche quand j'ai pas de prestation. Le dimanche c'est le moment où je ne fais rien du tout. Il faut que tout soit déjà fait au préalable pour que mon dimanche, je n'ai rien à faire. Donc voilà, j'arrive à trouver du temps pour mon travail salarié, pour ma passion et aussi pour l'amour de ma vie qui est mon fils. Bravo. Bon. Alors, question 6. Selon toi, quelle est la plus grande erreur que font les gens qui se lancent ? C'est sûr que la première erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent que tout soit parfait dès le départ. Or, la perfection, quand on démarre un petit business, c'est pas possible. Pour certains, c'est possible parce qu'ils ont tellement de moyens à côté qu'ils ont mis de côté. Mais quand on démarre de rien du tout, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de réseau, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit parfait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est éviter que l'imperfection te freine. C'est plutôt de démarrer ton business tel qu'il est, aussi imparfait qu'il soit, et ensuite le perfectionner petit à petit. Parce que de toute façon, le plus dur quand on lance un petit business, c'est de démarrer. C'est le fait d'avoir son courage, de prendre le courage et de se dire j'y vais, je me lance, je démarre quelque chose. C'est ça qui freine souvent les gens. Et quand on a démarré, en fait on ajuste. Moi si j'avais attendu pour lancer Saveur de Diane, si j'avais attendu pour avoir 10 000 euros de budget, pour avoir un labo, pour avoir tout ce qu'il faut, j'aurais pas pu le faire. Mais tout ça s'est mis en place au fur et à mesure. Et de toute façon, c'est en commençant à créer qu'on identifie les vrais besoins profonds et qu'on ajuste au fur et à mesure. Donc finalement, on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'euros pour démarrer. On a juste besoin d'avoir son idée, être sûr qu'il y a quelqu'un qui voudra bien de cette solution, que cette solution apporte de la valeur, et ensuite se lancer. Et après, la perfection, c'est petit à petit qu'on va ajuster, qu'on va prendre quelques bénéfices, les réinjecter dans ton petit business, et petit à petit, ça devient quelque chose de grand. Donc, moi, je pense que l'erreur, c'est l'imperfection. Et l'imperfection, en fait, il faut faire avec. Il faut perfectionner petit à petit. Je sais que c'est mon péché mignon. Mais bon. Au moins, tu sais que c'est ton péché mignon. Donc, tu pourras l'ajuster plus tard. Voilà. Oui. Ok. Bien.
La 7e question. Comment reconnaître une idée d'activité parallèle qui peut vraiment fonctionner? Alors, une idée qui peut fonctionner, je pense que c'est une idée qui doit te ressembler. Parce qu'il faut vraiment qu'elle ressemble à son image. Et ensuite, pour moi, c'est une idée qui répond à un besoin réel. Il faut vraiment que ça réponde à un problème, que quelqu'un puisse se dire, moi j'étais le problème et ma solution, elle est là. Tu vois? Et après, je pense que c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de dire, ok, moi j'étais le problème, la solution elle est là, j'ai les moyens, je m'offre les moyens pour avoir cette solution. Et moi, je pense que c'est une bonne base pour déjà savoir que c'est une idée qui peut fonctionner avec ces 3 éléments. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé Saveurs de Diane, moi, je préparais des plats et les gens commandaient. Et puis, après, je me suis dit, ok, les gens commandent, mais il y a des gens qui ne reviennent pas. Et pourquoi les gens ne reviennent pas? C'est parce que les gens n'ont pas tout le temps envie de se déplacer ou de se déplacer. Et en fait, après, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut que je travaille sur la livraison ou pas? Après, je me suis dit, non, la livraison, je n'ai pas les moyens, ça va me demander beaucoup de moyens, ça va me demander de me transformer en restaurant et ce n'est pas mon objectif. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est peut-être mieux les bocaux. Et en fait, dès qu'on a une idée qui répond à un besoin, et qu'il y ait des gens qui sont en capacité d'acheter la solution, en fait, on sait que ça, c'est une idée qui peut fonctionner, qui peut bien partir. Après, il faut toujours écouter son marché, parce que le marché évolue. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, et les besoins aussi évoluent. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute de son audience, à l'écoute de ses clients, à l'écoute de son entourage aussi, pour identifier qu'est-ce que les gens ont besoin et quelle est la solution que tu peux leur apporter. Ou comment tu peux améliorer ce que tu proposes déjà pour que ça réponde vraiment à la problématique. Est-ce que ça t'est jamais arrivé d'avoir plusieurs idées en même temps? Moi, j'en ai trop des idées. Et comment on arrive à choisir? Parce que la question, c'est comment choisir l'idée qui fonctionne. Et imaginons, on a 10 idées qui fonctionnent. Et comment choisir une et se concentrer à celle-là? Je pense qu'il faut vraiment identifier celle vraiment qui te donne envie. Et en fait, il faut que ce soit quelque chose que tu serais capable de répéter sans en avoir marre. Tu vois? Le problème, c'est que, tu vois, comme la réponse que tu viens de donner à tout à l'heure, tu as touché mon péché mignon. La perfection, d'accord. Voilà, oui. La perfection, et ça peut arriver que tu as 10 choses et que tu es excellent, tu perfectionnes, mais les 10 choses, tu ne sais pas comment les rentabiliser, tu vois, et monétiser. Et d'ailleurs, je trouve que souvent, on est concentré à ce qui est moins monétisable. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, on peut avoir plusieurs passions, c'est vrai. Mais je pense après, il faut faire un tableau à la limite. Un tableau sur les avantages et les inconvénients, comment on monétise, qu'est-ce qui est plus rentable. Et puis à un moment donné, se dire qu'est-ce qui répond vraiment à un besoin. Parce que même si on a plusieurs idées qui sont monétisables, il y en a quand même une qui va te donner vraiment envie, où tu vas te dire, c'est ça, si je le fais, même si je le fais H24, je ne veux pas en avoir marre. Et c'est là, en fait, c'est ça, c'est l'idée qu'il faut choisir. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. À un moment donné, il faut aussi choisir. Parce que si on ne choisit pas, on ne fait rien. Donc, c'est ça aussi. Mais quand on a plusieurs idées, moi, j'ai eu plusieurs idées, mais toutes n'étaient pas monétisables. Et toutes n'étaient pas faciles à mettre en place. Mais à un moment donné, c'est vrai que finalement, Saveurs de Diane, c'est devenu une évidence. Je n'ai pas non plus eu à trop chercher. Et je pense en fait que pour chacun, il faut que ce soit une évidence. Ouais, parce que là, la question du choix, moi, je pense que c'est la question qui reste encore gigantesque pour des créateurs, et surtout ceux qui veulent se lancer. Parce qu'en fait, si on prend par exemple les conseils des coachs ou même des mentors, moi, je dirais la plupart des coachs de motivation, ils nous disent de faire ce qu'on aime, de mettre en avant ce qu'on aime. Et souvent, ce qu'on aime, comme je viens de le signaler, c'est pas ce qui est monétisable. Et aussi, il y a des conseils des autres, des anciens militaires souvent. Je donnerai l'exemple de David Goggins, qui était un ancien naviste. Et lui, il dit, fais ce que tu n'aimes pas faire. Ce qui te rend... Tu vois, cette chose-là, tu penses et ça te gratte dans la tête. Vas-y, fonce, fais-le. Et d'ailleurs, le mec, il a osé à traverser la vallée de la mort. Je ne sais pas si tu connais ces histoires. En fait, le gars, chaque fois, il fait des choses horribles. On dirait qu'il s'aime pas. On dirait qu'il n'aime pas sa vie. Même quand il avait 18-19 ans, il se décide de faire l'armée. Il avait la taille d'une baleine et il s'est décidé de s'éplucher. C'est
même pas faire du sport, c'est même pas perdre du poids, c'est vraiment éplucher. Et... Après, tu vois, ça, c'est vraiment c'est plusieurs mentalités différentes. Oui. En fait, c'est plusieurs méthodes de coaching. Donc, il y a des coachs qui vont te dire de sortir de ta zone de confort, d'aller sur un terrain que tu ne maîtrises pas et aller à l'aventure et sauter à l'eau et ensuite arriver à une solution X. Mais après, quand on est sur des business à côté, là, pour le coup, on ne peut pas aller... déjà, le fait de te dire que tu as une activité salariée, que tu lances un petit business, ça, pour moi, c'est déjà sortir de sa zone de confort. C'est de se dire, je sors de ma routine habituelle, je mets en place quelque chose. Et c'est vrai que... c'est possible qu'il y ait des gens qui disent ok, moi je vais lancer quelque chose, ce que j'aime c'est ça, donc c'est créer des bougies, ce que j'aime c'est ça, mais finalement ça ne peut pas, c'est pas rentable parce que le marché il est saturé de bougies, de toutes sortes de bougies, tu vois. Et moi, mon avis, en fait, c'est d'identifier parmi tout ce lot de ce qu'on aime, qu'est-ce qui est rentable, parce que c'est bien de travailler sur des passions, mais à un moment donné, les passions qui te rémunèrent pas, il faut les garder pour tes activités avec tes copines, avec les enfants de tes amis, parce que les passions que l'on a, les choses qu'on aime faire, mais qui ne sont pas monétisables, on peut toujours les utiliser à d'autres moments. Tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que si on a trouvé ce qu'on aime et que ce qu'on aime est monétisable, c'est là où il faut aller. Parce qu'en fait, il faut que la passion te rémunère. Parce que c'est ça qui va créer ta valeur ajoutée, ton épanouissement, où tu vas te dire, oui, je dors, je suis fatiguée, mais... je suis très contente d'être fatiguée de cette manière, tu vois. En tout cas, Diane, je pense qu'on a presque les mêmes cylindres, nos moteurs mentaux, et en même temps, on fait des entretiens différents. Pourquoi? Parce que toi, tu arrives à te cibler, tu arrives à te focaliser sur une chose. Je suis DJ, ça peut arriver que je peux faire une prestation d'une soirée de 1 000 €. Mais en même temps, je suis podcasteur, je peux faire un podcast et je mets 48 heures, même 72 heures sur un podcast qui va même pas me rapporter 10 €. Et je sais que peut-être à la longue, ça va rapporter plus, si même des contacts, ça crée le réseau. Mais je sais qu'immédiatement, je n'en profite, enfin, je n'en gagne pas autant. Oui. J'ai aussi d'autres passions, j'ai envie de faire de la comédie, j'aime cuisiner, il y a plein de choses, genre j'ai une dizaine de choses que je fais. Mais là, ça arrive, je me pose des questions moi. Je me dis, mais non, attends, pourquoi tu passes ces 48 heures en train de monter une vidéo qui ne te donne pas 10 € au lieu d'aller passer 48 heures en train de chercher de nouveaux sons, d'apprendre de nouvelles techniques et de faire des vidéos de DJ. Au moins comme ça, tu sais que si demain on t'appelle, tu empoches 1 000 €. Oui, mais tu vois, là c'est différent. On est sur vraiment... là, je trouve même que c'est stratégique. C'est vrai que DJ, ça te rapporte 2 000 €. Mais les podcasts que tu fais maintenant, c'est pour moi en fait, ça rapporte pas tout de suite, mais ça a un énorme potentiel. Les 2 000 € que tu gagnes, Je suis malin. T'es malin. Ah en oui, fait, non, en fait, pour le coup, là, t'es sur un super créneau. Il y a qu'à voir en fait maintenant, les podcasts, c'est en vogue. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que tout le monde devrait faire. Même moi qui fais la cuisine, je devrais le faire, mais j'ai pas assez de temps. C'est d'ailleurs pour ça que je suis avec toi. Tu es en train de le faire. Oui. Et déjà, tu as ta place et tu vois, tu marques ton nom derrière et chaque personne qui va s'asseoir ici, elle se mettra à la place de Diane. De Diane, écoute. Voilà, il faut demander l'autorisation à Diane. Là, cette chaise appartient. Non, qui veut vienne. En tout cas, moi, j'aurai le plaisir de regarder. Mais tu vois, là, pour le coup, tu monétises pas tout de suite, mais tu vas monétiser plus tard. Oui. Plus tard, tu vas générer des vues, tu vas commencer à monétiser et ensuite, tu auras les placements de produits. Tout ça, ça va rapporter énormément que ce que ton travail de DJ te rapporte. Voilà. Ouais. Et je vais placer sur cette émission, la sublime. La sublimeuse? La sublimeuse. Oh, merci. Voilà. Donc, si vous voulez goûter la sublimeuse et si vous voulez goûter ma fête de l'Est. Ma fête de l'Est, oui. Et ça sera épinglé. Et maintenant, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas de shop. Aha. Et là, on va le vendre ce soir. Aïe, 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 aïe. Moi, je dis amen. Tu vois, merci beaucoup. ça commence à faire des affaires. Et tu donneras combien pour cent? On va voir un petit pourcentage que je te donne. Oui, parce les que gars, tout ça a l'air... sortez-moi de cette précarité.
En achetant chez Diane, vous me rendez riche. Ah là, moi je dis amen, complètement. Moi je préfère être riche avec quelqu'un qu'être riche seul. Hein. Ah bah. Bah oui, bah c'est complètement. parti. Bah oui, parce que seul on va plus vite Oui. et ensemble on va plus loin. Donc voilà. Projette-nous les gars. Donc voilà, moi je pense que tu continues. Mais tu sais, au-delà de. Ça te rapporte pas de l'argent, ça. Mais t'enrichis le monde quand même. T'apportes de la valeur. Tu es en train de créer des destins. Donc en fait, ce que tu fais, c'est incroyable. On a besoin des gens comme toi. Donc continue et après. Par contre, tu vois, ton DJ ne va pas. L'un peut aller avec l'autre. Hein. Tu pourrais organiser un événement où du coup tu vas recevoir les gens comme moi et d'autres personnes du coup. Tu organises un événement de networking, on est là, on parle, on partage les valeurs et après du coup on a une soirée dansante après avoir mangé Saveur de Diane et on a une soirée dansante et tu te mets à DJ. Est-ce que tu sais que Obama c'est un DJ? Ah bon? Oui. Tu m'apprends une chose. Bah oui, Obama c'est un DJ. Ah. Mais il ne mixe pas pour tout le monde. Ah bah. Et à l'université, il mixait pour sa petite communauté et il sopait que même étant président, quand il est dans une fête des plus proches, Oui, qu'il dit. ça arrive qu'il touche Bah les platines. voilà, exactement, tu vois. Écoute. Voilà. Donc si un jour mon podcast devenait quelque chose de gigantesque. Non, attends, je te corrige, je sais. Quand ton podcast devient... Ah bah oui. Ah oui, parce que c'est si, différent. c'est une possibilité. Ah, ok, d'accord. Alors que quand, c'est une question de temps. D'accord. Donc, toujours, quand vous parlez de vous, de ce que vous allez faire, de ce qui vous donne envie, de ce que vous avez envie de faire, jamais dire si. Parce que si, il y aurait la possibilité que ça ne marche pas. Alors que quand, c'est quand. Oui, bah, quand, ça veut sera. dire que c'est une certitude. Ça tarde juste à arriver. Donc... En fait, quand je serai à la tête de cet empire, Uruimbi Podcast. Amen. Non, pas Uruimbi Podcast, c'est tout simplement Uruimbi en général, parce que Uruimbi, il y aura plusieurs marques et sous-marques d'Uruimbi. Bah voilà. À ce moment-là, pendant mes événements ou vos événements, et je sais que je serai un invité VIP, mais tellement je vous aime, je vous ferai goûter de ma passion. Ah, mais vous voyez, il vient de partir d'aussi et il vient de nous créer un empire, une holding qui va créer des sous-marques. Vous vous rendez compte? Et tu devrais me payer là. Ah bah oui, parce que toi, tu m'élèves. Ouais, tu... I'm becoming so Great. great and amazing. Ah, amazing, voilà. Yeah. Datomba iko agali sichongereza parce que je sais pas où j'allais finir. Oh my God! You know, since now we're gonna use English. It's over with French. Never. Okay, and you're gonna answer in English. No way. For sure. Quand tu auras mis les questions en anglais, peut-être que j'y réfléchirai et je So, viendrai pas. ladies and gentlemen, this is the moment you're gonna listen Diane using English. So, English people, you are welcome on the. Bah, ça va, Dagui. Okay. Non mais tu veux me chasser ou quoi? Regarde, là je suis rouge comme une tomate, ça se voit pas. Mais... Ouais, maintenant qu'il m'a traumatisée avec son truc là en anglais. My English. Your English, ouais. Bon, bref. Donc, la dernière, c'est la 9e question. Oui. Ouh. Qu'est-ce que ton activité parallèle t'a appris sur toi-même? Belle question. Bah, elle m'aura appris que je suis organisée. Parce que ça demande à être organisé. Tu ne peux pas faire deux choses sans être bien organisé. Parce que sinon, tu risques de favoriser une partie et pas l'autre. Donc le but, c'est de ne pas faire de jaloux. Donc j'aurais appris que je suis organisée et surtout que je suis capable d'avoir un leadership. Parce que tu peux pas gérer une activité salariée, gérer une passion à côté qui te rémunère sans pour autant avoir un sens de leadership. Et après, je pense que j'ai appris aussi que j'ai le pouvoir d'exécuter, la capacité d'exécuter surtout, parce que le fait de me dire, ok, je sais que je suis déjà occupée avec ma vie normale, mais je me mets quand même un défi, je lance quelque chose à côté, bah, pour moi en fait c'est d'avoir cette capacité. Après c'est encore une fois de l'organisation sur plusieurs niveaux et aussi de la détermination. J'ai appris que j'étais déterminée le jour où j'ai commencé à voir les cheveux blancs pousser.
presque littéralement parce que j'ai de plus en plus de cheveux blancs, mais à force de passer des nuits à essayer de me battre avec WordPress pour créer mon site internet, ça m'a donné les cheveux blancs. C'est le jour où je me suis dit, Seigneur, donne-moi de l'argent parce qu'il me faut un développeur. Parce que si j'avais eu 5 000 €, j'aurais fait faire le site internet. Mais je ne les avais pas. Du coup, je me suis dit, comme je ne les ai pas, je vais passer des semaines, mais je vais le faire moi-même. Et donc ça, c'est la détermination. J'ai appris quand même que quand je veux quelque chose, je vais l'obtenir. Et je ne m'arrête pas. Donc moi, j'encourage tout le monde, quand on a envie de quelque chose, quand on a un objectif, quand on a une idée en tête et qu'on sent que c'est la bonne idée, qu'on sent que c'est quelque chose à faire, c'est se donner les moyens. Après, moi, ma devise reste la même, c'est que même avec les mains vides, j'avance toujours. Donc, c'est pas parce que j'ai pas le site internet que je vais m'arrêter. Là, avant de continuer ta réponse, j'ai juste envie de créer quelque chose. Et j'ai envie de demander au fait les gens qui nous suivent, parce que j'ai annoncé tout à l'heure que je vais épingler tes produits. Oui. Et je vais vous demander au fait de partager, au moins si vous vendez 100... pour créer un site, c'est 1 000 €, c'est 5 000 €. 5 000 € pour avoir un bon site internet. Après, on a d'autres solutions comme Shopify, mais il faut payer la commission. 5 000 € pour avoir, son propre site internet. Ça demanderait de vendre combien de produits pour avoir en fait un bénéfice de 5 000 €. Oui. Oh, ouf, je pense qu'il faudrait que j'en vende un panier moyen. Oui, je pense qu'il faudrait en vendre 300. 300. Oui. Là, imaginons si la vidéo, on a plus de 10 000 vues et que chaque partage, et disons que dans un mois, on aura déjà vendu 300. Écoute, moi je reviens ici. Et voilà. Et si on va 300, il y a mon ami Fabrice et qui a une empire de design. Oh. Voilà. J'ai hâte de rencontrer Fabrice. Voilà, Fabrice, il a l'empire de design, il fait des sites, il te fait un package, et l'identité visuelle et tout ce qui va avec. Ah, d'accord. Et du coup, donc, il va te mettre peut-être un nom de domaine. Voilà, il te fait tout. D'accord. Et donc, dans ce cas, et si on a 300 ventes dans le mois qui suit la publication de cette émission, et on demande à Fabrice de te proposer un 50% de réduction. Ouh. Et voilà, au lieu de payer 5 000, enfin ça dépendra on va voir ses tarifs. En moyenne, au lieu de payer 5 000 € et tu vas payer 2 500. Aïe. Et voilà, et comme j'adore colorier. Et comme ça, on mange bien, on évolue avec serveur de Diane. Et puis la prochaine fois, on va présenter le site de Diane et comme quoi ça va ouvrir des portes aussi des autres clients à aller chez Fabrice. Exactement. Et comme ça, tout le monde y travaille. Et moi aussi, je serai content de vous avoir connecté. Ah, complètement. Voilà. Mais avec grand plaisir. Je le rencontre quand tu veux. Et après, ce qui serait bien aussi, ce serait que s'il y a des personnes qui sont en train de créer des business dans tes auditeurs, que peut-être ils puissent le faire savoir en commentaire. Et comme ça aussi, qu'ils te demandent de venir sur Coolruby. Ah bah oui, comme ça, ils pourraient présenter ce qu'ils font et en parler de leurs services et aussi se faire connaître. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je m'avance, ça c'est pas mon podcast, mais... Non, il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est vrai, on peut commencer à faire même des promos des entreprises et des amis. Et là, par exemple, il y a notre ami, j'imagine que peut-être toi, tu auras aussi besoin de ses services. Il s'appelle Landry. Landry, il a une boîte donc, en fait, il fait de transfert des colis. D'accord. Ah, très bien. C'est une boîte de logistique alors. Voilà. Et son entreprise s'appelle Numayo. Ah, d'accord. Ok. Excellent. Voilà. Si tu as envie d'envoyer le mafé de l'Est à Kigali ou à Bujumbura, et tu contactes l'entreprise de Landry. Excellent. Écoute, très bien. Et si tu as besoin de Bitoki, de tous ces produits qui viennent chez nous, il s'en occupe. Il s'en occupe. Excellent. Il faudrait qu'ils viennent aussi ici. Ah bah oui. Il va venir. Très bien. Écoute, avec grand plaisir, carrément. Franchement, moi j'adore ta plateforme parce que c'est un endroit où on apprend des choses, on crée du lien, on développe son réseau. Parce que là, moi maintenant, je vais connaître Fabrice et je ne savais pas que Landry fait ça pour ça. Voilà. Et aussi, il y a la dernière fois, j'ai rencontré Emmanuel. Je ne sais pas si tu connais Emmanuel. C'est un Rwandais qui a l'entrepôt à Lille. Je connais très bien parce que c'est lui mon fournisseur. Ah bon? Oui. Ici, je vais épingler l'émission que j'ai fait avec lui. En fait, on a
fait un mini podcast. Oui. Et on parlait de son inspiration et puis il pousse les jeunes à fond. Oui. Et d'ailleurs, c'est vraiment une personne bien située dans le Nord. Si tu as besoin de partager les idées d'entrepreneuriat, il est capable de... Bon, je ne dis pas de te financer, c'est pas une banque, mais si vraiment tu as besoin d'un coup de pouce et si tu as des bonnes idées, c'est quelqu'un de confiance. Complètement. Franchement, c'est... oui. Tu veux te lancer, va voir. C'est vrai qu'il encourage beaucoup, il encourage les jeunes, Emmanuel. Oui, ouais. Moi, la dernière fois qu'on s'est vu, il a failli me frapper. Pourquoi? Il me dit, depuis toutes ces années, je pensais que tu es un petit pauvre DJ, alors que tu as un serveur gigantesque. Oui. Mais après, quand on ne discute pas avec les gens, quand on ne s'intéresse pas, on ne sait pas. Et c'est ça que je dis souvent aux jeunes. Parce que moi, la dernière fois, j'avais fait une soirée, et puis il y avait des jeunes, mais beaucoup plus jeunes que moi, et je me rendais compte que nous, je m'en rends vieille en parlant comme ça, mais tu vois, moi je me rendais compte qu'avec ma génération, on va discuter avec les gens qu'on ne connaît pas, et les jeunes non. Et en fait, comme il y en a une que j'apprécie énormément, je lui ai dit, la prochaine fois, en fait, va discuter avec d'autres personnes que tu ne connais pas. Quand tu ne sais pas, en fait, tu connais toujours au moins une personne, la personne qui t'a invité. Et en fait, le conseil que je donnais, c'est que c'est oser aller voir en disant bonjour, toi tu t'appelles comment déjà, et après dire comment tu connais un tel, au moins la personne que vous avez invité, parce que vous ne vous connaissez pas. Et c'est comme ça que les gens tissent des liens, ça crée un réseau, parce que tu vas apprendre ce que l'autre personne fait, tu racontes ce que tu fais, tu te fais connaître et l'autre personne se fait connaître, et à un moment donné tu rentres avec le 06, tu le gardes. Moi j'ai énormément de numéros de téléphone dans mon téléphone, parce que c'est comme ça qu'à un moment donné, quand tu as besoin de quelque chose, tu te dis tiens, j'avais rencontré un ami à Moussa et celui-ci il fait ça et c'est comme ça. Et donc pour revenir à ce que tu disais, parce que lui il pensait que tu étais un pauvre DJ, or que tu es en train de construire au Lohimbi un empire. Donc c'est en discutant avec les gens qu'on apprend, et je pense qu'il faut ouvrir l'esprit, discuter, échanger et puis partager, c'est la base. Et d'ailleurs, j'ai aussi une autre idée que je vais te demander de financer d'abord. Financer financièrement et financer humainement. Et j'ai remarqué la dernière fois que je regardais tes fameuses soirées dînatoires. Oui. J'ai vu que tu as plein d'étudiantes burundaises magnifiques et comme des perles. Oui. Et j'ai envie que la prochaine fois tu organises ce dîner, et que tu m'invites, et puis que tu préviens, je sais pas, 4 et 5 jolies et intelligentes demoiselles. Et il faut qu'elles soient jolies. Oui, il faut que ça soit smart. I want a smartness in this and a smartness in here. Mais est-ce que tu crois que, regarde, quand tu vois le package là, je peux pas traîner avec des gens, t'as là, en fait, c'est, en gros, en fait, les gens avec qui on passe du temps, généralement ces gens-là nous ressemblent. Exactement. Donc, elles sont jeunes, jolies et très intelligentes. En même temps, je les aime. Vous allez vous reconnaître. Vous êtes adorables les filles. Et donc, pourquoi en fait je vais faire cela, et c'est parce qu'en fait je vais démarrer une série étudiante. J'ai envie au fait de partager des expériences. Enfin, moi, ça fait longtemps, j'ai fini les études, mais j'ai envie au fait de rencontrer les jeunes étudiants pour inspirer d'autres étudiants au bled. Complètement, oui. Donc, Parce qu'il y a plusieurs jeunes étudiants qui sont au Burundi, au Rwanda, même au Sénégal, au Togo, j'en sais rien, qui ont envie de venir faire leurs écoles d'ingénieurs, ainsi de suite. Ils ne savent pas d'où commencer et comment trouver l'admission, les financements et tout. Et moi, je pense que le meilleur canal pour avoir des informations, ce sont ces étudiants qui sont en cours de fac. Et qui sont complètement. En fait, ce sont ceux qui sont passés par là qui sont mieux placés. Complètement. J'ai qui tu veux, même celle dont tu parles, je sais pas si, mais je connais des personnes que tu pourrais inviter. Déjà, j'ai la réponse. J'allais dire, tu allais partager cette vidéo pour qu'ils comprennent, elles viennent. Et non, je pense que c'est pas une bonne stratégie. Non, plutôt, tu vas les contacter. Oui, complètement. Voilà. Vous vous ressemblez. On se ressemble. Et alors, par contre, pour t'inviter, donc il va falloir que j'organise un autre événement, parce que là, le prochain événement que j'organise, c'est un événement uniquement féminin.
Donc j'organise une soirée mais pour les femmes. Pour les femmes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de créer quelque chose. Donc, et après, qui m'intéresse en plus. Non, là je vais commencer par les femmes, mais je pense que je ferai ensuite quelque chose de mixte. Et comme ça, si tu veux, ce sera l'occasion, tu viendras, tu vas réseauter toi-même et tu pourras discuter avec les gens sur place et tu pourras choisir avec qui tu as envie de travailler en podcast, quelqu'un qui peut t'apporter de la valeur que tu attends. Parce que là, c'est précis ce que tu veux. Et je trouve que c'est louable parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas par où commencer, qui déjà stressent quand on connaît personne. Et on sait maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent des familles qui ne sont pas riches, tout court, mais qui viennent étudier ici et qui ont ce potentiel et qui, par contre, sont freinés par une multitude de questions. Parce qu'ils se disent comment je vais faire ou comment ça se passe l'hébergement, au moins si j'ai une inscription, que l'inscription marche, comment je démarre les études, ça se passe où. Pourtant on a une communauté incroyable ici à Lille pour les Burundais. C'est vraiment, il y a des jeunes incroyables, il y a une association FFBN que je salue énormément parce qu'elle m'a beaucoup soutenue quand j'ai démarré, donc je les envoie beaucoup d'amour. Et donc il y a des personnes qui pleines de ressources et pleine de valeurs, de bonnes vibes surtout, qui peuvent inspirer ces autres jeunes. Ouais, en fait, c'est ça le vibe en fait que j'aime dans la communauté burundaise. Franchement, tout est l'Afrique. Je vous aime également, mais les Burundaises, elles ont quelque chose de spécial. Mais les Burundais aussi? Non. Comment ça, non? Tu sais, par exemple, un Burundais quand il parle, j'ai l'impression, tu sais, en fait, j'aime pas l'accent burundais des Burundais. T'as pas rencontré les bons Burundais, hein? Mais non, tu vois, je sais aussi que les Burundais, ils adorent l'accent rwandais, enfin, l'accent rwandais des Rwandaises. Ah, ouais, d'accord. C'est un truc qui, je sais pas d'où ça vient. On a compris qu'il veut des Burundaises, donc... Ouais, moi, j'aime l'accent burundais des Burundaises et je sais que les Burundais, ils aiment l'accent rwandais des Rwandaises. Ok, très bien. Ouais. Bon, en tout cas... Je vous attends, les Burundaises. Et je me dirais que là, c'est la fin de cette émission. C'est la fin. Merci beaucoup. Merci encore. Ouais, j'ai toujours des questions qui me grattent le cerveau. Je ne peux pas partir comme ça. Et moi, mes deux dernières questions, et c'est juste pour nous dire où est-ce que tu vois Saveurs de Diane en 2030 ? En 2030 ? Oui. C'est juste demain, dans 4 ans. Aïe. Je serai tellement loin. Ah oui, là je pense que je serai sur un positionnement où je vais inspirer les femmes. Je vais inspirer les femmes à créer, à développer et à surtout créer de la valeur. Je serai sur un stade où je serai mentor et je serai une inspiration parce que j'ai envie que ce que j'entreprends ne serve pas juste à remplir les assiettes. À retrouver dans les assiettes. Non, je veux que ça soit une inspiration. Je veux que ça amène chaque personne à questionner son quotidien, à vouloir le meilleur pour lui et surtout à se dire « Ok, je peux apporter quelque chose dans ce monde et je peux avoir un impact. » Donc c'est là où je vois Saveurs de Diane. Ta pierre précieuse que tu as envie de mettre sur Uruhimbi. Waouh, une pierre. Je vais mettre un diamant. Parce que... non, mais Uruhimbi, déjà, moi... déjà, personnellement, vous le savez que vous ne m'avez jamais vu en interview. Donc, moi, c'est une très, très grande opportunité. Donc, les choses démarrent ici et pour aller très loin. Et je pense que Uruhimbi a un super avenir. Un avenir qu'on n'imagine pas. Et moi, je suis ravie de faire partie de tes amis pour voir où on va amener, où va aller Uruhimbi. Et moi, je suis là pour applaudir, pour t'encourager, pour te soutenir. Donc, Uruhimbi, c'est vraiment Uruhimbi. Donc, il va se passer de belles choses. Il va y avoir des destins qui vont changer ici. Donc, je mets un diamant parce que... Voilà, c'est la seule pierre précieuse que je connais. Peut-être qu'il y a plus. S'il y a plus, vous me le dites. Voilà, c'est ça. C'est ça ma conclusion. Merci pour le diamant. Et vous, je sais que l'or que vous allez m'envoyer, c'est quoi? Premier or. Et vous allez d'abord acheter les produits de Diane. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et deuxième or, c'est que vous allez partager cette vidéo pour que même vos amis, vos connaissances, même vos inconnus, vous retrouvez Diane et achetez ses produits. Et troisièmement, faites un petit geste qui ne vous coûte rien, likez la vidéo, commentez
en fait, manifestez-vous pour séduire l'algorithme. Et puis, bah voilà, je vous adore. Bisous. À très bientôt. Salut Diane. Salut. Ouh. À la prochaine. À la prochaine, allez, santé. Un dernier. C'était magnifique. Ah.